Ça va être un complément de ce qu'a fait monsieur Griby, effectivement, hein, qui travaille à l'INSPE. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle donc Vincent Martin, proviseur d'un lycée à Cayenne, en Guyane française, et je suis également doctorant en deuxième année en sciences de l'éducation à l'Université de Lille au sein du laboratoire CIREL. Et je suis vraiment très, très heureux d'être parmi vous, là, un peu à distance, certes, mais pour échanger et participer aux différents et riches travaux engagés depuis hier dans le cadre de ce colloque international dédié à la recherche en éducation. Alors, c'est vrai que nous questionnons les recherches sur les interactions entre culture, langue et apprentissage scolaire, et plus spécifiquement ce matin sur les inégalités et variabilités des accès au savoir en éducation et aux médiations en outre-mer. Inégalités, variabilité, accès, on vient de le voir avec les collègues, ces questionnements sont encore très largement posés encore en comparaison entre la France hexagonale de manière générale et les outre-mer. On retrouve également son pendant au sein de nos territoires avec des incarnations aussi diverses que singulières, propres à chaque pays, qui soulignent ces inégalités, ces variabilités, ainsi que les accès à savoir. Je prendrai comme exemple l'approche des élèves à besoins éducatifs particuliers ou alors à élèves à potentiel éducatif particulier, comme l'a exposé Thierry Gaïa hier, ou encore la présentation et l'expérimentation du socle C3 de Samantha Bonnet-Tirao, réalisée hier matin, qui fait écho à la présentation qui va suivre. Donc, la présentation qui va suivre, c'est effectivement de vous présenter un dispositif de sixième ambition réussite qui comment donner du sens à la venue à l'école et ainsi lutter contre le décrochage scolaire. Alors, mon propos se déclinera en 6 points. Le premier qui va préciser le contexte et le pourquoi ce dispositif. Le deuxième vous expliquera comment ça fonctionne, les singularités par rapport à une classe de sixième dite ordinaire. En troisième point, on exposera la méthode de recherche et de recueil de données. Le quatrième, lui, présentera l'analyse des résultats, notamment au niveau du décrochage scolaire, la communauté apprenante et de l'expérimentation elle-même. S'en suivra une discussion et une conclusion. Et puis, pour finir, on présentera les limites de cette recherche, mais aussi les prolongements envisagés. Alors, voilà la Guyane. La Guyane, elle est composée de presque 300 000 habitants. Elle est aussi vaste que le Portugal et 85% de sa population, elle est vraiment concentrée sur la bande littorale qui va de Cayenne, Rémy-Montjoly à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est l'unique route du territoire. Et donc, les communes de l'intérieur, hein, comme l'explicitait tout à l'heure le collègue, eh bien, on voit ici sur le côté du Suriname le fleuve Maroni, qui fait la frontière avec le Suriname, et de l'autre côté, sur le côté est, on retrouve la frontière avec le Brésil, qui est l'Oyapock. Donc, les collègues et donc, bien sûr, les communes de l'intérieur, elles ne sont accessibles que par avion ou par pirogue. L'académie scolarise actuellement à peu près 85 000 élèves, donc 40 000 au second degré, répartis entre 31 collèges et 13 lycées. Alors, un rapport de l'UNICEF de 2020 dit que presque 10 000 enfants n'accèdent pas à l'école en Guyane à l'heure actuelle, et un autre rapport de la Cour des comptes précise que 67% des familles sont en situation dite défavorisée. Et alors que c'est 40% en France hexagonale, avec un taux de chômage à 17% en Guyane et 7% en France hexagonale. Alors, outre un contexte social et économique dégradé fragile, la Guyane est aussi caractérisée par son multiculturalisme et plurilinguisme important, avec plus d'une trentaine de langues parlées, comme le précise Sophie Albi ou Janine Oassi. Alors, j'espère que vous voyez suffisamment bien les différentes photos. Donc, je reprendrai les travaux, notamment, ça, c'est Isabelle Léglise qui a travaillé sur ce point-là et qui précise que 2 tiers des enfants ne parlent pas le français avant la scolarisation sur l'ensemble du territoire guyanais. Seul 1 tiers d'entre eux déclaraient parler le français en famille avant d'aller à l'école. Dans certaines zones, c'est même 100% des élèves qui ne parlaient pas du tout la langue de scolarisation. À l'âge de 10 ans, 93% d'élèves interrogés déclarent parler au moins 2 langues, 41% au moins 3 langues et 11% 4 langues. Donc, la Guyane, ce n'est pas seulement un territoire, mais c'est sa population qui est également largement plurilingue. Et les élèves ont très jeunes, d'ailleurs, des répertoires plurilingues qui ne font que s'accroître au cours de leur vie. Donc, le schéma 1, et le camembert là, et la carte 2 proposent une représentation de cette diversité linguistique en Guyane, avec les langues premières déclarées dans les répertoires linguistiques ne sont représentées ici que la langue première de scolarisation. Donc, on voit bien ici que le français ne représente que 37% des élèves locuteurs en langue native et le reste, c'est en autre langue.
Le schéma 3 et 4 montre la grande diversité ou à l'inverse, la relative homogénéité linguistique de certains lieux géographiques et par là même des classes dans les écoles concernées. Si on prend l'exemple numéro 3 de Saint-Laurent-du-Maroni, on s'aperçoit que la langue créole à base est anglaise. Notamment, on remarque très fort la présence de langue créole à base anglaise et dans le répertoire linguistique. Plus de 80% parlent nanguais, donc qui est d'origine anglaise, qui est acquis en famille ou auprès d'amis, et le Strana-Tongo à 17%, l'anglais à 20%, alors que le créole guyanais, lui, n'est qu'à 17%. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment plus un type anglophone. À l'inverse, enfin, de façon différente, hein, à Cayenne, chez le passage numéro 4, là, on retrouve une présence importante de différents créoles à base française. Les créoles guyanais représentent dans le répertoire linguistique, là, 40% des élèves, celui haïtien 23%, pour après d'autres langues. Donc, cette disparité, cette diversité, nous la retrouvons également auprès du public en collège. À cela, les chefs d'établissement ont constaté que 20 à 50% des élèves, en fonction de l'établissement qui arrive en classe de sixième, ne maîtrisent pas ou très peu la langue de scolarisation en l'entrée de collège. Alors, face à leurs élèves non lecteurs, les enseignants de collège s'avèrent vraiment démunis et ils ne sont à peine moins lorsqu'il s'agit de les aider, d'aider les petits déchiffreurs à automatiser ou consolider leurs acquis. Ils s'interrogent au quotidien, mais comment enseigner à des élèves entrant en sixième qui ne savent pas lire ou à peine lire, écrire, voire pas du tout. Bon. Alors, face à ce constat, à la rentrée 2016, l'Académie proposa aux collèges volontaires, qui sont actuellement 13, à l'Académie, d'expérimenter un dispositif innovant, le dispositif 6e Ambition Réussite, qui, pour répondre à ces besoins spécifiques de ces élèves non lecteurs ou petits déchiffreurs qui arrivent en 6e. L'objectif du dispositif est de prendre en charge ces élèves afin qu'ils soient en mesure, un an plus tard, d'intégrer une classe de 5e ordinaire dans de bonnes conditions et ayant comblé leurs lacunes. Donc, convaincu que ces élèves ont besoin d'une école différente de celle proposée actuellement, l'idée d'un emploi du temps idéal se fait jour, inspiré principalement des méthodes Freinet, des MACLÉ, donc ces modules d'approfondissement des compétences en lecture et écriture, issus des travaux d'André Ouzelias. L'idée vraiment de ce projet est de mettre en place des décloisonnements autour d'activités dans les domaines de la lecture et de l'écriture. Aussi du nourrissage culturel, selon Serge Poimard, ou alors en s'appuyant sur les travaux d'Alain Matolida ou d'Albert André. Donc, plus explicitement, l'apprentissage, vraiment, c'est la lecture et l'écriture qui est au cœur des dispositifs. Ce dernier est vraiment marqué par des approches didactiques et d'enseignement nouveaux en comparaison d'une sixième dite ordinaire. Donc, là, on va aborder 5 points différents. Le premier, c'est l'enseignement intégré des sciences et technologiques qui s'appuie sur une démarche d'investigation qui regroupe les sciences physiques, les sciences de vie de la Terre, la technologie pour former un enseignement unique. Il permet de mettre en œuvre une démarche d'investigation et favorise vraiment le décloisement entre disciplines. L'EST permet donc de stimuler la curiosité, le développement, le goût des sciences des élèves. Il permet également de faciliter la transition entre l'école primaire et le collège, du fait que l'élève rencontre qu'un seul professeur toute l'année pour les cours de sciences et de technologie. Bon, on retrouve l'origine de ce dispositif par la fondation La main à la pâte de Georges Charpak, physicien français. Alors, le point numéro 2, lui, le IH, l'enseignement intégré des humanités, c'est basé sur la même démarche de l'IST. L'enseignement intégré des humanités regroupe l'enseignement du français dans sa dimension linguistique et littéraire, et l'histoire-géographie, ceci pour bien atténuer l'effet de rupture entre le CM2 et la 6e, donner du sens à la pratique et la maîtrise de la langue française, compétence totalement transversale, qui ne peut en aucun cas se résumer à la leçon de grammaire. Et puis, c'est donner du sens aux apprentissages scolaires dans leur globalité par la mise en évidence des liens entre les disciplines. Alors, l'atelier numéro 3, on l'appelle l'atelier retrace, qui fait un retour sur les apprentissages, permet aux élèves de revenir sur l'apprentissage de la semaine. Il s'agit vraiment de restituer à l'oral ou à l'écrit les enseignements de la semaine dans une diversité de disciplines, de revenir sur les difficultés rencontrées, de réexpliquer certains points non compris. Cela permet de remettre des mots sur les apprentissages, de remémorer des séances, des exercices, faire une synthèse ou travailler en petits groupes. Et parfois acquérir une certaine méthodologie type carte mentale ou schéma. Durant cet atelier,
L'enseignant revient sur les difficultés et les explicite selon les besoins de chacun. Ce qui est important, comme le précise l'enseignante, c'est que ceci nécessite une capacité de reformulation et de mémorisation de la part des élèves, qui sont souvent en échec sur ce plan-là. Donc, ça permet ce feedback, il permet donc aux élèves qui ont rencontré des difficultés de pouvoir comprendre, en fin de compte, ce qui ne l'était pas. Ainsi, l'élève dédramatise et reprend progressivement confiance en lui. Outre ces effets directs, l'enseignant précise qu'un autre intérêt non négligeable de cet atelier, c'est qu'il permet d'exercer la mémoire de ces élèves souvent en difficulté dans ce domaine. Rappel des repères temporels, notionnels par exemple. On est vraiment sur une approche métacognitive ou comment penser ou réfléchir ses propres pensées. Le point, lui, numéro 4, l'atelier parole. Alors, l'atelier parole, on est culture et société, d'une manière plus générale, conduit essentiellement à favoriser l'expression orale des élèves, tout en leur assurant le nourrissage culturel, comme le précise Poimard, dont ils ont besoin plus que d'autres. Pour cela, donc, différents supports pédagogiques sont proposés, la lecture, la chanson, la vidéo, les œuvres d'art. C'est là aussi que des ponts au niveau linguistique des élèves est fait pour développer la réflexion et l'argumentation, pour une mise en situation, en débat, en s'exprimant clairement et en utilisant le vocabulaire adapté. Donc, l'enseignant, lui, n'intervient que pour proposer un thème, une réflexion et guider le débat en faisant respecter les règles de citoyenneté, de civilité, la prise de parole organisée, le respect de la parole de chacun. Il apporte aussi le vocabulaire spécifique, si nécessaire. Cet atelier donc, lui permet également de travailler l'interdisciplinarité, développer des aptitudes de scolarité, de solidarité, pardon, d'attention à l'autre, de tolérance et d'ouverture d'esprit. Alors, l'enseignante nous dit que cet atelier est très apprécié par les élèves. Elle remarque que des élèves effacés en cours traditionnels prennent la parole et se démarquent lors de ces séances. Ainsi, chacun peut apporter sa touche personnelle au débat et développer sa confiance en soi, car chacun est écouté. Je cite l'enseignante, cet atelier est très important. Il est nécessaire de le maintenir, car il permet d'avoir un autre contact avec le groupe en situation de discussion. Personne n'a tort, personne n'a raison, à partir du moment où les élèves argumentent. Aucun élève n'est en position d'échec, car chacun peut prendre part au débat dans la mesure de ses possibilités. Donc, et le point numéro 5, donc le point numéro 5, là, c'est donc l'enseignement du français. On a là 6 heures à l'emploi du temps, qui sont des cours où là, c'est la co-animation. Donc, c'est un dispositif qui bénéficie à 20 élèves. Donc, on a 2 groupes de 10. Alors, des fois, ils sont ensemble dans la classe selon les besoins qu'ils travaillent. Donc, voilà un petit peu la présentation de l'architecture d'un emploi du temps qui est spécifique à ce dispositif et donc à cette classe. Alors, pour donc l'objectif vraiment de la recherche, eh ben, ça a été de vérifier est-ce que ça fonctionne. Si le dispositif 6e ambition réussite, qui est ciblé sur la maîtrise de la langue française, lutte contre le décrochage scolaire à l'entrée de 6e, s'il agit sur le suite du parcours scolaire des élèves bénéficiaires, s'il agit aussi sur les pratiques des différents acteurs impliqués. Donc, pour cette recherche, nous avons produit une analyse aussi bien qualitative que quantitative à partir d'une étude monographique d'un établissement scolaire du dispositif. Donc, en l'occurrence, c'est le collège Rébat-Néron de la commune de Remire-Montjoly, proche de Cayenne. Pour cela, donc, nous avons produit une étude longitudinale sur 4 ans avec un suivi de cohorte de 2016 à 2020. Le recueil de données précise les fréquences scolaires, les incidents, les exclusions, mais aussi des données qui concernent les connaissances et compétences de chacun. L'étude des profils des décrocheurs a ensuite été aussi triée selon la classification de jeunesse. En complément, des entretiens semi-directifs, des questionnaires, des enquêtes, mais également des observations de classe ont été réalisées auprès de différentes personnes, personnel d'encadrement, professeurs, parents d'élèves. Voilà. Donc, si nous avons pu recueillir la majorité des données étendues, malgré le contexte lié à la crise sanitaire, le nombre de recueils de données auprès des parents d'élèves n'a pu être atteint par rapport à notre objectif initialement prévu. Donc, l'exploitation des données et verbatim nous a permis de convenir au niveau de constater au niveau de la lutte contre le scolaire que les élèves vraiment travaillent plus
Ils sont très impliqués et très assidus, beaucoup plus que dans d'autres classes. On voit des taux d'absence beaucoup plus faibles. Le plus faible des sixièmes, on a 7%, alors que la moyenne est de 17%, et des classes des fois qui culminent à plus de 25%. On a des familles qui vraiment ont une image beaucoup plus positive de l'école. Alors, c'est vrai que ça passe aussi par des relations privilégiées avec l'enseignant relais, avec comme l'a dit effectivement tout à l'heure le collègue, les professeurs sont très ingénieux. Il y a des outils comme l'outil WhatsApp qui permet de créer du lien, d'être réactif, où l'enseignant des fois même prend des photos de l'enfant dans la classe pour montrer comment il est valorisé, il est heureux d'être en classe. Je pense qu'il faut le dire, il est heureux d'être en classe. Et ça valorise son enfant et la maman. Et donc, c'est des petites choses, mais qui, mises bout à bout, valorisent l'élève et la famille, ont une vision plus positive de l'école. L'équipe éducative aussi est mobilisée autour du professeur relais qui porte le projet. Ceci malgré le fait qu'à l'entrée de la sixième, on avait des élèves qui vraiment étaient identifiés comme absentéistes ou en voie de décrochage. Les 20 élèves qui sont sélectionnés dans les écoles donc du réseau d'éducation prioritaire sont identifiés comme des élèves en grande difficulté scolaire, mais non perturbateurs. Voilà. Donc, on peut considérer qu'au niveau de lutte contre le décrochage, on les verra tout à plus en détail, mais c'est plutôt un dispositif qui fonctionne très bien. Au niveau de la communauté apprenante, comme le disait Youssouf en 2005, c'est des marqueurs comme la prise de conscience, la culture d'apprentissage, la vision partagée, l'environnement, le leadership, l'autonomisation et l'apprentissage continu des organisations apprenantes apparaissent nettement pour certains. Pour d'autres, c'est plus complexe à faire émerger. Nous, on a à peu près 30% des acteurs impliqués qui partagent cette même vision. Pour 70% des autres élèves, ils le sont à moindre mesure, voire pas du tout. Au niveau de l'équipe éducative, le dispositif agit donc sur les acteurs impliqués qui partagent cette même vision, et notamment et aussi avec l'équipe de direction qui est très impliquée, qui s'engage vers une organisation du type apprenante, comme le précise Peter Senge. Cependant, on a 55% des personnels qui ne souhaitent pas s'engager dans un tel processus de volontarisme, et l'ensemble des personnels d'éducation manquent d'accompagnement pédagogique et didactique, de proximité et de formation. C'est un gros point faible de ce dispositif. Excuse-moi, je t'interromps juste pour te dire qu'il te reste 1 minute environ, donc si tu pouvais te diriger vers la conclusion, ce serait bien. Bien. Oui, alors, voilà, donc là, c'est quand même très dommage. Voilà. Donc, tout ça, alors pour la conclusion, le dispositif 11, donc là, il est impliqué. Donc, au niveau de l'expérimentation, effectivement, là, on est vraiment dans une position qui est totalement identifiée comme innovante en plusieurs égards. La conclusion du dispositif. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que si l'étude elle démontre les effets vraiment positifs et l'efficacité de ce dispositif au niveau de la sixième, l'étude de la cohorte et du suivi des élèves montre que si 15% des élèves à la fin de la sixième sont en situation éventuellement de facteur de risque de décrochage, ils passent en cinquième à 10 sur 20, donc ils passent quasiment à 50%, à 65% en quatrième et 70% avec 14 élèves sur 20. Donc, malgré le dispositif qui fonctionne très bien sur l'année sixième, la suite, après, s'il n'y a pas une suite, un accompagnement qui est prévu de ces élèves-là en cinquième, quatrième, troisième, on s'aperçoit que le dispositif, il semble que décaler ou retarder les effets d'une problématique plus profonde de l'élève qui lui permet de ne pas totalement retrouver le chemin de l'école, du moins soclé pour la cinquième, quatrième, troisième. Donc, encore une fois, je précise que cette recherche elle est vraiment ciblée sur un établissement spécifique. On ne peut pas en faire, bien sûr, une valeur de généralité. Et puis, le prolongement qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une nouvelle recherche qui s'appuie sur une étude monographique de 3 collèges avec un laboratoire de recherche, une convention qui a été signée et qui va questionner l'effet du dispositif sur le développement et le sentiment d'efficacité personnelle des élèves et son influence sur le parcours scolaire et personnel de l'élève. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.